Au dîner d'anniversaire sa place manquait. Nelson gloussa. Oups, je suppose que nous avons mal compté. Alors que la famille riait, Abigail dit calmement, il semble que je ne fasse pas partie de la famille, et sortit. 30 minutes plus tard, ils découvrirent qu'elle avait annulé tout l'événement. Le lieu, le traiteur, tout. Leur visage devint livide. Il semble que je ne fasse pas partie de la famille. Répéta-t-elle, la voix assurée malgré le séisme qui secouait sa poitrine. Les mots restèrent suspendus dans l'air de ce restaurant romain exclusif, tandis que 12 perdieux la fixaient. Leurs expressions allaient du choc à une satisfaction mal dissimulée. Le léger gloussement de Nelson alors qu'il avait dit « Oups, je suppose que nous avons mal compté », résonnait encore à ses oreilles alors qu'elle tournait le dos et s'éloignait de la table où il n'y avait pas de chaise pour elle. L'humiliation lui brûlait les veines alors qu'elle quittait le restaurant. Mais pas une seule larme ne coula. Au lieu de cela, elle sentit un calme étrange l'envahir alors qu'elle sortait son téléphone et ouvrait l'application de gestion d'événements sur laquelle elle avait bâti sa carrière. Elle avait 30 minutes avant qu'il ne réalise ce qu'elle faisait. Et c'était plus que suffisant. Abigail Morgan Caldwell. 5 ans plus tôt, elle n'était qu'Abigail Morgan. La fondatrice d'Elite Affaires, l'agence d'événementiel la plus prisée de Boston. Elle avait bâti son entreprise à partir de rien après avoir financé elle-même ses études de commerce. Chaque gala élégant, chaque rassemblement d'entreprises parfaitement exécuté, chaque mariage mondain à Boston portait son empreinte invisible. Sa réputation de discrétion, son souci du détail et sa capacité à réaliser l'impossible avaient fait d'elle l'organisatrice incontournable de l'élite de la ville. C'est ainsi qu'elle rencontra Nelson Caldwell. Lors d'un gala de charité qu'elle avait organisé pour l'hôpital pour enfants de Boston. Grand, les cheveux bruns parfaitement coiffés, et un sourire qui plissait les coins de ses yeux. Nelson avait l'assurance facile de quelqu'un qui ne s'était jamais soucié de l'argent. Il était charmant de cette manière étudiée des hommes nés dans le privilège. Mais il y avait quelque chose d'authentique dans son intérêt pour son travail. « Vous êtes donc la magicienne derrière tout ça ?» avait-il demandé, désignant la salle de bal transformée du Four Seasons. Ma mère essaie de trouver qui engager pour sa réception caritative le mois prochain. Je crois que je viens de trouver sa réponse. Un contrat en entraîna un autre. Et bientôt, Abigail planifiait régulièrement des événements pour la famille Caldwell. Les Caldwell étaient l'aristocratie de Boston, avec une vieille fortune remontant au transport maritime et au chemin de fer. Ils possédaient ce type particulier de richesse qui n'a pas besoin de s'afficher. Cela se voyait dans la qualité subtile de tout ce qu'ils possédaient, et dans l'aisance avec laquelle ils naviguaient dans leur monde. Sa romance avec Nelson commença 6 mois après qu'elle eut commencé à travailler pour sa famille. Il la courtisa avec la même détermination qu'il mettait dans son travail à la société d'investissement familiale. Il y avait des signes avant-coureurs, bien sûr. La façon dont sa mère, Lucie, la regardait avec une désapprobation à peine voilée lorsque Nelson la présenta pour la première fois comme plus qu'une simple organisatrice d'événements. Les commentaires désinvoltes sur ses origines modestes. La surprise dans la voix des gens lorsqu'ils découvraient qu'elle sortait avec un Caldwell. « Vous avez bien réussi par vous-même », avait dit Lucie lors de leur premier dîner en couple, son sourire n'atteignant pas ses yeux. La réussite personnelle est tellement américaine. Abigail ignora ces signes parce qu'elle tombait amoureuse de Nelson. Il semblait différent de sa famille, plus ouvert d'esprit, moins préoccupé par le lignage et le statut. Lorsqu'il la demanda en mariage 11 mois après leur premier rendez-vous, elle dit oui, malgré le sentiment lancinant qu'elle entrait dans un monde qui ne l'accepterait jamais vraiment. Le mariage fut, naturellement, l'événement mondain de la saison. Abigail en planifia une grande partie elle-même, incapable de confier son propre mariage à une autre organisatrice. Lucie avait un avis sur tout. Le lieu n'était pas assez traditionnel. Le menu était trop audacieux. La liste des invités omettait des noms clés de la société. Abigail fit des compromis là où elle le pouvait et tint bon là où c'était important. Nelson jouait les pacificateurs, mais elle remarqua qu'il contredisait rarement directement sa mère. Après le mariage, la SAT devint plus systématique. Bien qu'utilisant sa société pour leurs événements, les Caldwell remettaient constamment en question ses décisions, changeaient les plans à la dernière minute et s'attribuaient le mérite de ses idées. Lors des réunions de famille, son avis était sollicité, puis rejeté. Son expérience en organisation d'événements était traitée comme un charmant passe-temps, plutôt que comme une entreprise prospère.
Abigail a un si bon œil pour ces choses, disait Lucie à ses amis, tapotant la main d'Abigail avec condescendance. C'est presque comme avoir une organisatrice de fêtes personnelles dans la famille. Nelson ne la défendit jamais. Il haussait les épaules et lui disait plus tard. C'est juste comme ça que ma mère est. Tu ne devrais pas le prendre personnellement. Mais c'était personnel, et cela empira avec les années. L'opportunité de planifier le 70e anniversaire de Lucie à Rome aurait dû être le couronnement de la carrière d'Abigail. Une célébration d'une semaine dans la ville éternelle, culminant par un dîner dans un restaurant étoilé au Michelin surplombant le Colisée. Elle se lança corps et âme dans la création de l'événement parfait, mobilisant tous ses contacts dans l'industrie. C'est pendant cette planification qu'elle découvrit les premières fissures dans la façade des Caldwell. Les acomptes pour les lieux tardaient, les fournisseurs appelaient pour s'enquérir des paiements. Lorsqu'elle en parla à Nelson, il balaya ça d'un revers de main, disant que le comptable de la famille était juste prudent avec les virements internationaux. Mais elle vit les relevés accidentellement laissés ouverts sur son ordinateur portable. Des investissements qui avaient mal tourné, des propriétés hypothéquées jusqu'au cou, des lignes de crédit utilisées au maximum. La fortune des Caldwell diminuait rapidement. Pourtant, elle continua à planifier, utilisant la ligne de crédit de sa propre entreprise pour garantir les acomptes si nécessaire. Elle se disait que c'était temporaire, que Nelson expliquerait toute une fois la célébration d'anniversaire passée. Puis vint le matin de leur vol pour Rome. Nelson était sous la douche lorsque son téléphone sonna avec un message. Abigail ne vérifiait jamais son téléphone. Elle avait toujours respecté sa vie privée. Mais quelque chose la poussa à regarder ce matin-là. L'aperçu du message devait être clair sur son écran, « Hâte de te voir à Rome. » Lui as-tu déjà dit ? Ses doigts bougèrent sans pensée consciente, ouvrant le fil de discussion avec Vicky Hughes, la petite amie de Nelson à l'université. La femme que ses parents avaient toujours adorée. La femme qu'il s'attendait à ce qu'il épouse avant de rencontrer Abigail. Les messages remontaient à des mois. Des plans faits. Un avenir discuté. Et oui, un bébé. Leur bébé. Prévu dans 4 mois. Abigail fit des captures d'écran, se les envoya, puis supprima les preuves de son téléphone. Elle fit ses valises, arborant un sourire de façade, et monta à bord de l'avion pour Rome avec son mari et sa famille. Maintenant, debout devant ce restaurant à Rome, elle fit son choix. Elle n'affronterait pas Nelson avant le dîner. Elle laisserait les événements se dérouler. Et quand il le ferait, elle serait prête. Leur vol atterrit à l'aéroport de Fiumicino, alors que le coucher de soleil doré italien peignait la silhouette de Rome. Abigail avait organisé un transport privé pour tout l'entourage Caldwell. Les parents de Nelson, Lucie et Paul, sa sœur Janet avec son mari Grant, son frère Stephen avec sa femme Claire, et 2 couples d'oncles et tantes. Le convoi de fourgons Mercedes noirs élégants qui les attendait au terminal aurait dû les impressionner. Au lieu de cela, les premiers mots de Lucie en descendant de l'avion furent « Je pensais avoir spécifié les voitures de l'hôtel, Abigail. » Celle-ci semble plutôt générique. Abigail serra les dents, comme elle l'avait fait d'innombrables fois auparavant. L'hôtel a eu un problème d'horaire. Celles-ci proviennent en fait de Luxe Transport. Ils desservent la plupart des diplomates à Rome. Son explication tomba dans l'oreille d'un sourd. Lucie discutait déjà de quelque chose avec Paul. Leurs têtes penchaient ensemble de cette manière conspiratrice qui excluait toujours Abigail. L'hôtel de Russie les accueillit avec le traitement 5 étoiles qu'elle avait méticuleusement arrangé. Le champagne coulait à flot dans le salon privé pendant que les grooms emportaient rapidement leurs bagages. Abigail avait passé des mois à obtenir les hébergements parfaits, sélectionnant des suites avec les meilleures vues, organisant des paniers de bienvenue remplis de délices italiens, et planifiant des programmes personnalisés pour chaque membre de la famille. Lucie jeta à peine un coup d'œil à son itinéraire avant de le mettre de côté. « Nous allons simplement improviser, dit-elle, balayant des semaines de planification minutieuse. La famille connaît assez bien Rome. Leur suite était magnifique. Une terrasse surplombant la place d'Espagne, des fleurs fraîches dans chaque pièce, et une bouteille du Borello préféré de Nelson qui décantait sur le buffet. Mais dès qu'ils entrèrent, le téléphone de Nelson vibra. Il sortit sur la terrasse, parlant à voix basse. « Le travail ?» demanda Abigail à son retour. « Juste quelques problèmes d'investissement » répondit-il, sans la regarder dans les yeux. « Préparons-nous pour le dîner. »
Le dîner de bienvenue qu'elle avait prévu dans une charmante trattoria du Trastevere devint le premier signe clair de son exclusion. D'une manière ou d'une autre, le plan de table changea juste avant leur arrivée, et elle se retrouva au bout de la table, séparée de Nelson par son cousin et sa tante. Tout au long du repas, des blagues d'initiés fusèrent à travers la table. Des histoires de précédents voyages familiaux en Italie, auxquels elle n'avait pas participé. Lorsqu'elle tenta de se joindre à la conversation sur les activités prévues pour la semaine, Janet l'interrompit. « Oh, Abigail, nous avons en fait décidé de faire du shopping en famille demain au lieu de la visite du Vatican. » « Du shopping en famille ?» demanda Abigail. « Tu sais, » intervint Lucie avec aisance. « Juste une tradition que nous avons. » Elle sourit, mais son ton était dédaigneux. « Tu t'ennuierais, ma chère. Pourquoi ne profiterais-tu pas de ce temps pour vérifier les arrangements pour l'anniversaire? C'est ton domaine d'expertise, après tout. » Le schéma se poursuivit au cours des jours suivants. Elle se réveillait pour trouver Nelson déjà parti. Un mot griffonné à la hâte indiquant qu'il rencontrait son père pour le petit déjeuner. La famille disparaissait pendant des heures lors d'excursions impromptues dont, curieusement, tout le monde était au courant, sauf elle. Des conversations chuchotées dans les coins du hall de l'hôtel s'arrêtaient brusquement lorsqu'elle approchait. Les réservations de dîner changeaient mystérieusement pour accueillir de vieux amis qui se trouvaient être à Rome. Des amis qui la regardaient avec une curiosité à peine déguisée, comme pour évaluer comment elle gérait ce qui allait arriver. Le troisième matin, l'occasion se présenta lorsque Nelson se précipita pour rejoindre son frère, laissant sa mallette déverrouillée. Les documents à l'intérieur confirmèrent les pires craintes d'Abigail. Des projets de papier de séparation préparés par l'avocat de la famille Caldwell, datés de 2 mois plus tôt. Une proposition d'accord offrant une somme dérisoire comparée à ce à quoi elle avait droit, et le plus accablant, un scénario. Un véritable scénario. Il décrivait exactement comment Nelson annoncerait leur divorce imminent lors du dîner d'anniversaire de sa mère, le présentant comme une décision mutuelle prise à l'amiable. Les mains d'Abigail tremblaient alors qu'elle photographiait chaque page avec son téléphone. C'était là, noir sur blanc, la sortie parfaitement mise en scène de l'épouse inadéquate. Programmée pour un impact public maximal, tout en minimisant l'embarras social pour les Caldwell. L'anniversaire de Lucie n'était pas seulement une célébration. Ce devaient être les funérailles d'Abigail en tant que Caldwell. Au lieu d'affronter Nelson, elle canalisa sa colère en une documentation méthodique. Chaque jour, elle trouvait des excuses pour retourner seule dans leur suite, à la recherche de plus de preuves. Elle trouva des relevés bancaires montrant des retraits massifs vers des comptes offshore, des impressions de mai discutant de la liquidation d'actifs, avant que la situation ne devienne publique, et une note manuscrite de Lucie à Nelson, une fois que ce désagrément avec Abigail sera derrière nous, Vicky sera accueillie de nouveau comme il se doit. Le masque professionnel d'Abigail resta fermement en place alors qu'elle continuait à superviser les préparatifs de l'anniversaire. Elle confirma les arrangements floraux, rencontra le directeur du restaurant, approuva les cartons de menus personnalisés, tout en collectant des miettes numériques du château de cartes financier des Caldwell. Quand quelqu'un lui demandait pourquoi elle semblait distraite, elle mettait cela sur le compte des détails de dernière minute de l'événement. En réalité, elle constituait son arsenal. Le matin de l'anniversaire de Lucie se leva, clair et lumineux. Abigail se réveilla tôt, se glissant hors du lit sans déranger Nelson. L'emploi du temps de la journée était chargé. Une visite matinale privée de la galerie Borghese, un déjeuner dans un vignoble à l'extérieur de la ville, puis un retour à l'hôtel pour se préparer au grand dîner du soir. En tant qu'organisatrice d'événements, elle devait arriver tôt au restaurant pour s'assurer que tout était parfait. Elle se trouvait au centre d'affaires de l'hôtel, imprimant les confirmations finales, lorsqu'elle entendit la voix de Lucie provenant du bureau de conciergerie adjacent. Le mur de séparation était mince, et son ton impérieux portait clairement. « Il y aura 12 places, pas 13, instruisit Lucie quelqu'un au téléphone. Une pause. Peu importe ce que dit la réservation originale. Le plan de table que j'ai envoyé est définitif. Oui, cela ne posera pas de problème. L'arrangement a été discuté avec mon fils. Sa femme ne restera pas pour le dîner. Une affaire de famille, vous comprenez. Inutile de poser des questions quand elle partira. » Le sang d'Abigail se glaça. La place manquante n'était pas un oubli ou un ajustement de dernière minute. C'était la pièce maîtresse de leur plan, une humiliation publique conçue pour faire passer son départ pour son choix, plutôt que pour leur manœuvre.
Elle ferma son ordinateur portable, rassembla ses papiers et se dirigea vers l'ascenseur d'un pas mesuré. À l'intérieur, elle sortit son téléphone et commença à prendre une nouvelle série de dispositions. Si les Caldwell voulaient un dîner d'anniversaire mémorable, elle s'assurerait qu'il soit inoubliable, mais pas de la manière dont ils l'avaient prévu. Elle arriva au restaurant 1 heure avant les autres invités, comme le ferait toute bonne organisatrice d'événements. Le lieu sur le toit offrait une vue panoramique à couper le souffle sur le Colisée, baigné dans la lueur ambrée du coucher de soleil. Elle inspecta personnellement chaque détail, des cartons de placement calligraphiés à la main à l'arrangement des pivoines blanches et des roses préférées de Lucie. Le champagne était au frais. Le menu dégustation de 7 plats confirmé. Le gâteau d'anniversaire à 3 étages était un chef-d'œuvre de l'artisanat italien. Tout est à votre satisfaction, signora Caldwell, demanda Marco, le maître d'hôtel. Parfait, répondit Abigail, sachant que ce serait le dernier événement qu'elle organiserait pour les Caldwell. Malgré tout, sa fierté professionnelle exigeait rien de moins que l'excellence. Elle retourna à l'hôtel pour se changer et enfiler la robe Valentino bleu nuit qu'elle avait achetée spécialement pour ce soir. En appliquant son maquillage avec des mains sûres, elle étudia son reflet. 5 années à essayer de s'intégrer dans un monde déterminé à la rejeter avaient laissé des traces. Mais pas de la manière dont les Caldwell auraient pu l'espérer. Au lieu de la briser, ils avaient endurci sa résolution. La famille Caldwell s'était arrangée pour se retrouver dans le hall de l'hôtel avant de partir ensemble pour le restaurant. Abigail arriva précisément à l'heure et les trouva tous en train d'attendre. Lucie était resplendissante dans un Chanel vintage, son collier de diamants captant la lumière. Les yeux de Nelson s'écarquillèrent légèrement en la voyant. Peut-être se souvenant de ce qui l'avait attiré vers elle au début. Ou peut-être calculant combien de temps il lui faudrait pour se libérer d'elle. « Abigail, ma chérie, tu es ravissante, » dit Lucie, lui faisant la bise dans le vide. « Nous attendons juste les voitures. » Le trajet jusqu'au restaurant fut court, rempli de bavardages artificiels sur les activités de la journée, dont Abigail avait été exclue. Alors qu'il montait dans l'ascenseur vers le toit, Nelson plaça sa main dans le creux de ses reins. Un geste qui avait autrefois semblé intime mais qui paraissait maintenant performatif. Pour le bénéfice du liftier. Les portes s'ouvrirent sur la magnifique terrasse qu'elle avait conçue, transformée en un élégant espace de restauration sous les étoiles. Le Colisée se dressait, illuminé contre le ciel nocturne. Un témoignage à la fois de la grandeur et de la chute inévitable des empires. Quelle justesse! Lucie entra la première, accueillie par les applaudissements enthousiastes des membres de la famille qui attendaient. Un par un, tout le monde se dirigea vers la grande table ronde qu'elle avait spécifiée, une table qui aurait dû accueillir 13 personnes. Elle suivit Nelson, qui se dirigea résolument vers sa place assignée à côté de sa mère. Elle s'approcha de l'endroit où son carton de placement aurait dû se trouver, pour ne rien trouver. Pas de chaise, pas de couvert, aucune reconnaissance de son existence. Pendant un instant, elle resta figée, tableau parfait de la confusion. Autour d'elle, les conversations continuaient alors que chacun s'installait, évitant soigneusement son regard. Le personnel de service, qui avait confirmé le plan de table avec elle quelques heures plus tôt, semblait mal à l'aise mais restait silencieux. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Lucie innocemment, sa voix portant juste assez pour attirer l'attention de tous. « Il semble y avoir une erreur, » dit-elle, sa voix plus calme qu'elle ne se sentait. « Mon couvert manque. » La scène méticuleusement chorégraphiée se déroula exactement comme il l'avait prévu. Sourcils froncés. Regard échangé. Nelson se levant à moitié de sa chaise. Une performance d'inquiétude qui n'atteignit jamais ses yeux. « C'est étrange, » dit Janet en examinant la table. « Quelqu'un a-t-il mal compté ?» Paul s'éclata. Hirsi la gorge. A-t-il eu un malentendu avec le personnel du restaurant? Puis vint la réplique de Nelson, livrée avec une désinvolture étudiée qui lui donna la chair de poule. Il gloussa. Gloussa réellement. Oups, je suppose que nous avons mal compté. La famille rit. Pas de façon bruyante. Cela aurait été trop évident, mais avec l'amusement doux de personnes partageant une blague d'initié. À cet instant, elle vit tout avec une clarté parfaite. L'humiliation calculée. Le cadre public, choisi pour éviter une scène. Le terrain préparé pour les histoires qu'il raconterait plus tard sur la pauvre Abigail, qui ne pouvait tout simplement pas supporter la pression de la vie de famille Caldwell.
Son regard se déplaça lentement autour de la table, observant chaque visage. Lucie, triomphante derrière son sourire d'anniversaire. Paul, mal à l'aise mais complice. Janet et Steven, savourant le spectacle. Leur conjoint assez conscient de la cruauté pour avoir l'air légèrement honteux, mais pas assez pour s'y opposer. Et Nelson, son mari, l'homme qui avait autrefois promis de la soutenir contre le monde entier. La regardant avec une curiosité détachée, comme un scientifique observant une expérience. Elle aurait pu faire une scène. Elle aurait pu exiger une chaise, exposer leur plan devant le personnel de service. Faire le genre de démonstration publique qui resterait dans les annales familiales pendant des générations. C'est ce qu'ils attendaient. C'est ce pourquoi ils s'étaient préparés. Lucie réconforterait Nelson pour sa femme instable, et le récit du divorce s'écrirait de lui-même. Au lieu de cela, elle redressa les épaules, leva le menton et prononça la phrase qui marquerait le début de sa reprise de pouvoir. Il semble que je ne fasse pas partie de la famille. 4 mots. Simples. Dévastateurs dans leur vérité. Les sourires vacillèrent. L'expression de Nelson changea. De la suffisance à l'incertitude. Elle s'était écartée de leur scénario. Je vais me retirer, ajouta-t-elle, se détournant avec la dignité qui avait été son armure tout au long de son mariage. Abigail, ne sois pas dramatique, l'appela Nelson. Une autre réplique de leur stratégie. Nous pouvons arranger ça. Elle ne répondit pas. Elle traversa le restaurant, saluant poliment le personnel qui avait été témoin de son humiliation. Dans l'ascenseur, elle se permit enfin une profonde inspiration. Puis une autre. Au moment où elle atteignit la rue, ses mains avaient cessé de trembler. Un petit café en face du restaurant offrait un point de vue parfait. Elle commanda un expresso et sortit son téléphone. C'était le moment pour lequel elle s'était préparée. Les 30 minutes de liberté pendant lesquelles les Caldwell se félicitaient de leur expulsion réussie de l'épouse inadéquate. D'abord, elle envoya un email préparé à Marco, le directeur du restaurant, avec des instructions convenues comme plan d'urgence. Une pratique courante dans l'organisation d'événements de haut niveau. S'y joint la preuve de son autorité en tant que titulaire du compte et coordinatrice de l'événement, ainsi que la confirmation de l'annulation immédiate du paiement. Ensuite vinrent les appels. Le vignoble prévu pour le déjeuner de demain. Le guide privé du Vatican pour le lendemain. Le capitaine du yacht pour l'excursion sur la côte amalfitaine. La villa en Toscane pour le dernier week-end. Un par un, elle annula tout, transférant les acomptes qu'elle avait versés avec la ligne de crédit de sa propre entreprise sur son compte professionnel. À chaque annulation, elle se sentait plus légère. Les emails de Nelson commencèrent à arriver. D'abord agacé, puis confus, puis de plus en plus désespéré à mesure que ses tactiques devenaient claires. Elle les ignora tous. 28 minutes après avoir quitté le restaurant, elle termina son expresso et paya l'addition. Il était temps pour l'acte final. Elle se leva, lissa sa robe Valentino et retraversa la rue. Pour assister au moment où la parfaite célébration d'anniversaire de Lucie Caldwell s'effondrerait autour d'elle. Elle entra dans un restaurant romain par l'entrée de service, un itinéraire qu'elle s'était familiarisé lors de son inspection précédente. Marco, le directeur du restaurant, l'accueillit avec une expression inquiète. « Signora Caldwell, êtes-vous certaine de cela ? C'est très inhabituel. » « Je suis absolument certaine, Marco, et j'apprécie votre discrétion. » Elle lui tendit une enveloppe cachetée. Ceci contient la preuve des annulations de paiement et de l'annulation de la garantie de ma société pour les dépenses de ce soir, comme nous en avons discuté. Les Caldwell devront fournir un nouveau mode de paiement pour continuer leur dîner. Marco hocha la tête solennellement. Dans le monde de l'événementiel, les relations étaient primordiales. Elle avait travaillé avec Marco à 3 occasions précédentes pour d'autres clients de Boston en visite à Rome. Il lui devait des faveurs, et bien qu'il puisse trouver ses demandes étranges, la courtoisie professionnelle dictait qu'il s'y conforme. « Quand devrais-je les informer ?» demanda-t-il. « Je vous enverrai un SMS dans 5 minutes. J'aimerais observer depuis un endroit discret. » Il la guida vers une petite alcôve près de l'entrée de la cuisine avec une vue parfaite sur la table des Caldwell. Ils étaient en train de porter un toast à Lucie, les flûtes de champagne levées haut, les visages rayonnants de satisfaction. Le premier plat venait d'être servi. Le caviar d'Ossiètre importé que Lucie avait spécifiquement demandé.
Il avait été presque trop facile de démanteler la semaine d'anniversaire de Lucie. La plupart des fournisseurs haut de gamme du secteur de l'hôtellerie opéraient au sein d'un réseau de confiance mutuelle et de référence. En tant qu'organisatrice d'événements ayant pris toutes les dispositions et dont la ligne de crédit de l'entreprise avait garanti les acomptes, elle avait le pouvoir d'apporter des modifications. La piste numérique des emails, des contrats et des autorisations de paiement portaient tous son nom et sa signature. Pas ceux de Lucie. Pas ceux de Nelson. Son téléphone vibra. Un nouveau message de Nelson. Abigail, où es-tu? Arrête d'être puéril et reviens. Puis un autre. Mère est contrariée. Tu te mets dans l'embarras. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle envoya un SMS à Carmen à la Villa Borza, où la famille devait séjourner pour la partie toscane du voyage. Carmen confirma l'annulation et lui souhaita bonne chance, ajoutant que son pourboire substantiel au personnel serait remboursé séparément sur son compte professionnel. Son téléphone vibra à nouveau. D'autres messages de Nelson, arrivant maintenant en succession rapide. L'hôtel vient d'appeler. Ils disent que notre réservation pour demain soir est annulée. Qu'est-ce que tu fais, Abigail? C'est ridicule. Appelle-moi immédiatement. Ce n'est pas drôle. Règle ça. Maintenant, envoya-t-elle un SMS à Marco. Vous pouvez procéder. Depuis son point d'observation caché, elle regarda Marco s'approcher de la table avec deux autres membres du personnel. Il se pencha pour parler doucement à Paul, qui était assis en bout de table, en face de Lucie. La famille continuait de manger, ne prêtant initialement que peu d'attention à l'interruption. L'expression de Paul changea la première, passant d'un intérêt poli à de la confusion. Puis à de l'alarme. Il sortit son portefeuille, parlant plus vivement à Marco. Le directeur secoua la tête avec regret, montrant quelque chose à Paul sur une tablette. À présent, toute la table avait remarqué la perturbation. Lucie posa sa fourchette, sa posture royale trahissant les premiers signes de tension. Nelson fixait son téléphone, lisant probablement son dernier SMS. Tous les acomptes ont été retournés sur le compte de ma société. Tous les arrangements pour la semaine sont annulés. Les problèmes financiers de votre famille sont sur le point de devenir très publics. Profitez de votre caviar. La scène se déroula comme un ballet de chaos parfaitement chorégraphié. Paul se leva, le visage empourpré de colère ou d'embarras, peut-être les deux. La main de Lucie vola vers son collier de diamants, le serrant comme pour se soutenir. Janet chuchotait frénétiquement à son mari. Stephen sortit son téléphone, essayant probablement de vérifier ce qui se passait. Et Nelson resta figé, le visage vidé de toute couleur. Contrairement aux autres, il comprenait toutes les implications. Il savait ce qu'elle avait découvert sur leurs finances. Il savait ce qui arriverait si les amis de la haute société de sa mère apprenaient que les Caldwell ne pouvaient plus payer une addition de restaurant, et encore moins maintenir leur style de vie somptueux. Son téléphone sonna, Nelson appelant maintenant, pas envoyant des SMS. Elle refusa l'appel et le regarda se lever brusquement de table, manquant de renverser sa chaise alors qu'il s'éloignait pour réessayer. Cette fois, elle répondit. Abigail. Siffla-t-il, sa voix un mélange de fureur et de panique. Qu'est-ce que diable crois-tu être en train de faire? Il semble que je ne fasse pas partie de la famille, répéta-t-elle calmement. Donc, je ne suis pas responsable des célébrations familiales. Tu dois régler ça tout de suite. As-tu la moindre idée à quel point c'est humiliant pour ma mère, pour nous tous? J'ai exactement l'idée, Nelson. C'était le but. Où es-tu? Sa voix changea, le désespoir s'y glissant. Nous devons parler. Je peux expliquer pour Vicky, pour tout. Je suis sûr que tu peux. Le problème, c'est que j'ai vu les états financiers, Nelson. J'ai vu les emails. Je sais que l'empire Caldwell s'effondre, et je sais que tu as caché des actifs à l'étranger avant de demander le divorce. Sa brusque inspiration confirma ce qu'elle savait déjà. Il ne s'était jamais attendu à ce qu'elle découvre ces choses. Il l'avait sous-estimée, tout comme sa famille l'avait fait depuis le début. C'était privé. Oui, ça l'était. Tout comme les SMS de Vicky à propos du bébé. Tout comme le scénario pour annoncer notre divorce au dîner d'anniversaire de ta mère. Tout comme le plan de table, m'excluant délibérément. Silence au bout du fil. Dans le restaurant,
elle pouvait voir le directeur parler maintenant à toute la table. Plusieurs autres convives regardaient avec un intérêt non dissimulé. L'humiliation des Caldwell devenait un spectacle public. Exactement ce qu'ils avaient prévu pour elle. La voix de Nelson avait perdu toute sa confiance aristocratique. « Abigail, s'il te plaît. Tu ne comprends pas ce que cela va nous faire. »« Je comprends parfaitement, dit-elle. C'est pourquoi je l'ai fait. Nous pouvons arranger ça. Reviens à l'hôtel. Je t'y rejoindrai dans 20 minutes. »« Non, Nelson. Je ne pense pas que nous puissions arranger ça. » Elle mit fin à l'appel et sortit de sa cachette. Il était temps pour sa dernière apparition en tant que Caldwell. Alors qu'elle s'approchait de la table, 12 perdus se tournèrent vers elle. Certains en colère, d'autres craintifs, tous incrédules. Lucy parla la première, la voix tremblante de fureur. « Comment oses-tu gâcher mon anniversaire ?» Abigail sourit, ressentant un étrange sentiment de calme. « J'ai appris des meilleurs, Lucy. Après tout, n'est-ce pas exactement ce que vous aviez prévu pour moi? Une humiliation publique? Une sortie orchestrée? La seule différence, c'est que j'ai changé la fin. » Paul se leva, le visage rouge de colère. « C'est scandaleux. Vous n'aviez aucun droit. »« J'avais tous les droits, » l'interrompit-elle. « Chaque contrat, chaque réservation, chaque arrangement était à mon nom, ou au nom de ma société. J'ai simplement ajusté les plans. »« Tu le regretteras, » cracha Janet. « Quand Nelson divorcera de toi, tu n'auras rien. »« C'est là que vous vous trompez. » Répondit Abigail en regardant directement Nelson. « J'ai des copies de tout. Les comptes offshore, les actifs cachés, les transactions commerciales frauduleuses. Je suis sûr que le fisc trouvera tout cela fascinant à lire. » Leur visage devint livide alors que les implications s'imposaient à eux. À cet instant, elle ne ressentit aucun triomphe, aucune justification. Seulement un profond sentiment de libération. Alors qu'elle tournait le dos et s'éloignait de la famille Caldwell pour la dernière fois. Elle quitta l'Italie le lendemain matin, se surclassant en première classe sur un vol direct pour Boston en utilisant les points qu'elle avait accumulés en planifiant les précédentes vacances des Caldwell. L'ironie ne lui échappa pas. Derrière elle, elle laissait une famille en crise. Leur façade soigneusement construite s'effritant en temps réel. Par l'intermédiaire du concierge de l'hôtel, elle apprit que les Caldwell avaient payé leur dîner avec le bracelet Bulgari Vintage de Lucy comme garantie jusqu'à ce qu'un virement bancaire puisse être organisé. Au matin, la nouvelle s'était répandue dans le réseau hôtelier de luxe de Rome que l'illustre famille américaine rencontrait des difficultés de paiement. Les autres fournisseurs qu'elle n'avait pas personnellement annulés commencèrent à exiger des paiements initiaux plutôt que des promesses. Son téléphone fut inondé de messages, certains menaçants, d'autres suppliants. Elle les lut pendant son escale à Londres, sirotant un thé Earl Grey dans le salon de British Airways. « Paul, c'est passible de poursuite. Nos avocats vous contacteront. Janet, tu as fait la plus grosse erreur de ta vie. Stephen. Pensais-tu vraiment pouvoir humilier notre famille sans conséquence? » Le message de Lucy était le plus révélateur. « J'ai toujours su que tu étais une personne ordinaire. Cette démonstration de vengeance ne fait que prouver ce que j'ai dit depuis le début. » Mais c'est la succession de messages de Nelson qui racontait la véritable histoire d'une famille en chute libre. D'abord, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Mon père a eu un léger malaise cardiaque. Est-ce cela que tu voulais? Puis, les Prescott et les Whitmore ont tout vu. Sais-tu ce que cela signifie pour notre réputation? Plus tard, l'hôtel exige le paiement de toute la semaine à l'avance. Ils disent que toutes les garanties ont été annulées. Et finalement, s'il te plaît, Abigail, j'ai besoin de te parler. Il ne s'agit plus seulement de nous maintenant. Elle ne répondit à aucun d'eux. Au lieu de cela, elle transmit les documents financiers qu'elle avait rassemblés à son avocat avec instruction de les conserver en lieu sûr jusqu'à ce qu'il soit nécessaire. Si les Caldwell engageaient des poursuites, elle serait préparée. Lorsqu'elle arriva chez eux, dans leur maison de Beacon Hill, elle engagea une entreprise de déménagement pour emballer ses effets personnels. Elle ne prit que ce qui était incontestablement à elle. Vêtements, bijoux qu'elle avait achetés elle-même, sa collection de livres en édition originale, et les œuvres d'art qu'elle avait acquises avant leur mariage. Tout le reste, y compris les cadeaux de mariage et les articles achetés conjointement, elle le laissa derrière.
Elle ne voulait rien qui puisse la lier au tissu de tromperie des Caldwell. 2 jours plus tard, le Boston Globe publia un petit article dans sa section mondaine intitulé « Un groupe d'investissement fait l'objet d'une enquête ». L'article mentionnait des irrégularités financières et des questions d'investisseurs. Bien que cela n'ait pas fait la une des journaux, ce fut suffisant pour provoquer des remous dans les cercles sociaux de Boston. Nelson se présenta à son nouvel appartement sans prévenir, une semaine après son retour de Rome. Il avait l'air hagard, le vernis poli du privilège remplacé par un désespoir authentique. « Tu dois rentrer à la maison », dit-il lorsqu'elle ouvrit la porte. « Ça a assez duré. » Ce n'est pas une tactique de négociation, Nelson. C'est un divorce. Il entra sans y être invité, passant ses mains dans ses cheveux en désordre. La SEC enquête sur les comptes de mon père. 2 membres du conseil d'administration ont démissionné. Mère a dû annuler son gala de charité parce que 3 donateurs importants se sont retirés. Cela ressemble à un problème de famille Caldwell, répondit-elle. Pas le mien. C'est ton problème si je coule avec le navire, rétorqua-t-il. Nous sommes toujours mariés. Mes dettes sont tes dettes. Elle se permit un petit sourire. Pas quand j'ai la preuve que vous m'avez délibérément exclu des décisions financières et caché des actifs dans l'intention de me frauder lors des procédures de divorce. Mon avocat m'assure que c'est suffisant pour me protéger. Sa façade se fissura complètement alors. Nelson s'affaissa sur son canapé, la tête entre les mains. Je n'ai jamais voulu que ce soit comme ça. Que voulais-tu, Nelson, demanda-t-elle. M'épouser pour mes compétences en organisation d'événements? M'utiliser pour gérer ton calendrier social pendant que tu renouais avec Vicky? Me jeter quand je n'étais plus utile? Ce n'était pas comme ça au début, dit-il doucement. Je t'aimais, mais pas assez pour tenir tête à ta famille. Pas assez pour être honnête à propos de ta liaison. Elle s'assit en face de lui, se sentant étrangement calme. Quand le bébé est-il prévu? Sa tête se releva brusquement. Comment as-tu? Depuis des mois, d'après les SMS que j'ai vus. Elle marqua une pause. Félicitations. Un lourd silence s'installa entre eux. Dehors, la pluie commença à taper contre les fenêtres de son nouvel appartement. Plus petit que leur maison de ville, mais à elle seule. Payée avec les revenus d'une entreprise qu'elle avait bâtie sans l'argent ni les relations des Caldwell. Je te donnerai tout ce que tu veux, dit finalement Nelson. Remets simplement ces documents et signe un accord de confidentialité. Fixe ton prix. C'est à ce moment-là qu'elle réalisa que les Caldwell ne la comprenaient toujours pas du tout. Après 5 ans, il la voyait encore comme quelqu'un qui pouvait être acheté. Quelqu'un motivé par les mêmes préoccupations matérielles qui guidaient leur existence. Je ne veux pas de ton argent, Nelson. Je veux ma liberté. Je veux que la vérité soit reconnue. Elle se leva, indiquant que leur conversation était terminée. Les documents restent chez mon avocat, à moins que tu n'essaies de m'entraîner dans ta chute. Les conditions du divorce sont simples. Je pars avec ce qui est à moi, toi avec ce qui est à toi. Et Vicky, le bébé, sa voix était à peine audible. C'est entre toi et ta conscience. J'espère que tu seras un meilleur mari pour elle que tu ne l'as été pour moi. Après son départ, elle resta près de la fenêtre, regardant la pluie s'intensifier. Le scandale se déroula progressivement au cours des semaines suivantes. Le Boston Globe publia un article plus détaillé sur les irrégularités financières du Caldwell Investment Group. Des clients de longue date retirèrent discrètement leur portefeuille. La position de Lucie au sein de 3 conseils d'administration caritatifs prestigieux devint, émérite, plutôt que, active. La grossesse de Vicky devint de notoriété publique lorsqu'elle fut aperçue au cabinet de son obstétricien portant une bague de fiançailles. La chronologie rendit évident que leur relation avait repris bien avant la fin du mariage. Dans la haute société de Boston, l'infidélité pouvait être tolérée si elle était discrète, mais une inconduite aussi flagrante violait le code tacite. Son entreprise prospéra malgré, ou peut-être à cause du scandale. Les clients qui l'avaient autrefois prisé appréciaient maintenant grité. L'histoire qui circulait n'était pas celle d'une femme bafouée, mais celle d'une professionnelle qui refusait d'être utilisée et jetée. 6 mois plus tard, elle reçut une invitation qui la fit éclater de rire en l'ouvrant. Une demande de soumission pour l'organisation du prochain événement caritatif de Lucie Caldwell. Apparemment, le désespoir avait vaincu l'orgueil. Elle déclina poliment, invoquant un emploi du temps chargé.
Le divorce fut finalisé sans drame. Les Caldwell, concentrés sur la sauvegarde de leur réputation et de leurs finances, acceptèrent ces conditions sans discuter. Nelson et Vicky se marièrent discrètement. Leur fille naquit 2 semaines plus tard. Elle n'envoya aucun cadeau. Un an jour pour jour après cette nuit à Rome, elle se retrouva à organiser un autre événement en Italie. Un mariage de célébrité sur la côte amalfitaine. Alors qu'elle se tenait sur une terrasse surplombant la Méditerranée, téléphone à la main et fournisseur à ses ordres, elle réalisa quelque chose d'inattendu. Elle était heureuse. Non pas malgré l'effondrement de son mariage, mais à cause de celui-ci. Les Caldwell avaient essayé de la faire se sentir petite. De la réduire à un accessoire dans leur grande narration. Au lieu de cela, ils l'avaient involontairement libérée pour qu'elle reprenne sa propre histoire. En perdant ce qu'elle pensait vouloir, elle avait trouvé ce dont elle avait réellement besoin. Non pas l'acceptation d'une famille déterminée à la rejeter, mais le courage de rejeter une vie bâtie sur les apparences. Elle leva son verre au soleil couchant, trinquant à la chaise manquante qui lui avait montré exactement où était sa place.